j'espère que vous allez bien. Je viens donc ouvrir ce nouveau vlog. Nous sommes donc mardi. Je suis donc toujours chez moi. Je suis donc immobilisée pour un petit moment. Vous avez dû voir donc dans le vlog précédent en fait que je me suis donc fait mal aux pieds. Donc bon, par chance, je fais un peu de télétravail, donc ça me permet de pouvoir un peu changer les idées parce que c'est assez douloureux quand même. Voilà. Donc, j'ai quand même pas mal avancé dans mes lectures en cours et dans mes lectures audio aussi, donc je suis assez contente de ça. En fait, j'aime bien télétravailler et mettre ma lecture audio en même temps, je trouve ça sympa. Je travaille, moi j'aime bien travailler avec du bruit, donc ça m'aide beaucoup. J'ai donc terminé ma lecture audio, ça faisait un petit moment que je vous en parlais un peu de cette lecture audio. Donc Le Loup des Cordeliers de Henri Lovenbruck, j'ai donc terminé aujourd'hui. C'était une très bonne lecture audio, je suis trop contente de l'avoir lu, de l'avoir écouté en soi. Faut savoir que c'est une trilogie. Le prochain c'est donc La Main Rouge ou un truc comme ça, je ne sais plus, oui, ça doit être ça. Et voilà, donc on suit donc Gabriel Joly, qui est en fait journaliste, et en fait ça va être donc les premiers journalistes un peu d'enquête, et ils vont enquêter donc sur le Loup des Cordeliers, un tueur en fait qui tue des hommes qui s'attaquent à des femmes, et en fait c'est des vengeances, il se venge en fait des hommes qui s'attaquent aux femmes. Donc c'était une très bonne lecture. La fin m'a encore très surprise. Encore une fois, Henri Lovenbruck, donc j'avais lu L'Apothicaire, qui était aussi très bien et qui m'avait aussi très surprise, la fin. Et encore une fois, j'ai été encore très surprise par cette fin. Et je ne m'attendais pas à ça et j'étais très contente parce que cette fin était très bien. Et j'ai, on va dire, c'est quand on va dire, on m'a appris qui était le loup du Cordelier. J'ai fait quoi? Non, c'est pas vrai. Donc pour vous dire quand même, ça veut dire que j'ai été très surprise. Et ouais, non, c'était une très bonne lecture. Encore une fois, le contexte de la Révolution française, c'était super bien. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans cette Révolution française. Et c'est ce que j'ai apprécié, c'est d'être dedans, totalement d'être plongée dans cette prise de la Bastille. C'est tellement historique et tellement bien, quoi. C'est vraiment notre histoire à nous, donc j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et je suis très pressée de lire la suite. Pourquoi pas essayer de le trouver sur Vinted, parce que bon, comme j'ai quand même le grand format, je me demande si je vais pas continuer en grand format et le trouver sur Vinted. Donc à voir, je vais voir si je le trouve. Donc voilà, c'était une très bonne lecture et j'en sors trop contente. Donc vous pouvez le voir sur mon visage, je suis trop contente de l'avoir terminé et d'avoir enfin pu commencer cette trilogie. Donc voilà, donc j'ai terminé cette lecture audio. Dans l'autre vlog, je vous expliquais que donc j'étais en train de terminer Meurtre et tarte au citron meringuée, que donc je lis avec Evelyne, ma copine du book club des 10 petites lectrices. Donc je l'ai terminé dimanche. Bon, comme on a dit on se le dit avec Evelyne, on a vu le meurtrier d'assez loin venir. Celui-ci, voilà, il m'a pas trop... Bon, la lecture est toujours aussi fluide, l'histoire est toujours intéressante, mais celle-ci, l'histoire m'a pas trop convaincue par rapport aux autres. Par exemple, le tome 3, moi, c'est un de mes préférés pour l'instant. Bon, en tout cas, j'ai lu 4 tomes et c'est vraiment le tome 3 qui est vraiment mon préféré. C'est Meurtre et Muffin aux myrtilles, qui est vraiment top. Celui-là, le tome 4, j'ai vu arriver le meurtrier, je l'ai vu arriver de loin. Mais bon, c'était quand même très sympa, comme d'habitude. Moi, j'adore... En fait, l'histoire est bien ficelée, donc on a du mal à se dire ah non, j'aime pas. Je trouve ça vraiment, l'histoire bien ficelée. Bon, parfois c'est un peu cucu, comme je vous disais, il y a un peu des choses sur le mariage qui me dérangent un peu, mais bon, c'est l'époque, donc en soi je suis pas trop choquée. Mais c'était voilà une bonne lecture. On s'est prévu de lire donc le tome 5 en août. Oui, c'est ça, en août. Et voilà, je suis trop impatiente de lire aussi la suite. Donc le tome 5, je crois que c'est
je sais pas quoi au caramel. Ça avance, mais bon, voilà, c'est un autre chose au caramel. Est-ce que je l'ai? Bon, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, on a prévu de lire le tome 5 en août. Donc voilà pour ma lecture terminée. Donc, après cette lecture, j'ai commencé un livre qui n'était pas vraiment prévu, mais qui était à moitié prévu quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que avec les filles donc, du book club pour ce mois-ci, on a décidé de lire un auteur italien. Pour un peu rendre hommage à Luca Di Fulvio qui est donc décédé ce mois-ci, et on s'est dit bon qu'on allait lire un roman d'un auteur italien, soit Luca Di Fulvio, soit un autre auteur. Et moi, comme j'avais depuis sa sortie, donc pas si longtemps que ça, le dernier de Serena Giuliano, donc je me suis dit que c'est l'occasion de le sortir. Et je suis donc à plus de, voilà, il me reste à peine 100 pages, hein, je suis à là. Ouais, il me reste à peine 100 pages. J'étais trop contente de le lire, comme d'habitude. Serena Giuliano, je rigole, j'adore. Je suis morte de rire à chaque fois. Mais je suis aussi bouleversée, très bouleversée. Là, ça parle en fait donc de Éléonore, qui est donc femme de ménage et qui a une peine de cœur, qui s'est en fait séparée d'un homme mariée. Et en fait elle a une peine de cœur et elle essaye de l'oublier, elle essaye de passer à autre chose, mais elle est addicte à son portable, à ses messages, et elle regarde tout le temps son portable pour savoir si elle va recevoir un message. Et je trouve je trouve des similitudes sur ce que j'ai vécu, ou je pense surtout beaucoup de femmes ont vécu, sur le fait de rompre avec quelqu'un, mais que cette personne-là a été tellement présente pour vous que vous avez l'impression qu'en fait que vous ne pourrez pas vivre sans elle, ou que vous ne pouvez pas vivre sans ses messages par exemple. Et ça c'est totalement ce que j'ai pu ressentir dans différentes relations, et j'ai trouvé ça super bien retranscrit, et j'ai pu me voir en fait dans ce livre. Je suis en train de me voir un peu dans ce livre. Bon, malgré que elle a quand même la quarantaine, Éléonore, et elle a quand même des jumeaux. Moi, c'est pas ça, mais on va dire que c'est un sentiment que j'ai déjà vécu, et je trouve ça vraiment très bien encore mis en avant par Serena Giuliano. Et encore une fois, ça confirme bien quand même que c'est une de mes auteurs vraiment préférées, parce que j'arrive pas à me défaire de ce livre. Hier, j'étais dans le lit et je lisais et j'arrivais pas à m'arrêter. Je dis non, faut que j'arrête quand même, je vais pas le finir, je suis fatiguée, je vais pas le finir, mais ouais, il me reste même pas 100 pages, donc je vais le finir aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc voilà, encore une très très bonne lecture. Le dernier, donc Serena Giuliano, je suis trop contente de l'avoir et de pouvoir le lire. Donc voilà pour ma lecture donc en cours. En lecture audio, je devais donc commencer. Oh non, il est un peu abîmé. Les Chroniques de Bond Street de MC Beaton. Bon, je l'avais en fait pris avant le book club MC Beaton. Je l'avais pris en fait en lecture audio avant le book club, et je m'étais dit que je voulais en fait absolument le sortir, parce que ça fait un petit moment que je l'avais, et voilà, donc je vais m'y mettre. Ouais, je vais commencer je pense aujourd'hui en lecture audio. Je suis très très contente de pouvoir le lire. Donc si je me trompe pas, il y a 2 tomes dedans. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Il y a 2 tomes. Tome 1 et un tome 2. C'est pour ça qu'il est assez gros ce livre. Voilà, c'est donc le premier, c'est les Chroniques de Bond Street, Lady Fortescue à la rescousse. Et le tome 2, c'est Miss Tonks prend son envol. Donc voilà, donc je vais le commencer là, je pense en lecture audio. Je pense à Lorraine qui l'a lu. Et qui était en train de le lire quand on a fait en fait le book club MC Beaton, et qui grâce à elle on a pu gagner l'histoire, parce que elle connaissait les chroniques, comme elle était en train de lire, elle connaissait les chroniques de Bond Street. Donc donc je vais commencer là, je pense. Je vais le commencer là en travaillant. Hop, petit marque-page avec un petit chat noir. Je l'ai déjà montré, je crois. Donc voilà, je mets mon marque-page et c'est bon. Niveau réception, je n'ai rien reçu, mais j'ai craqué. J'ai craqué en librairie. Mon copain qui m'en met, j'étais un peu pas très bien, parce que bon,
Comme vous pouvez vous en douter, c'est un peu chiant de rester chez soi à rien faire parce que bah en fait on peut même pas bouger comme je suis un peu handicapée. Donc mon copain m'a quand même emmené. En fait je peux marcher mais avec une botte c'est handicapant. Donc je peux j'habite au 2e étage sans ascenseur donc je vous dis pas la corvée à monter deux étages avec une botte. Donc mon copain m'a emmené en librairie et j'ai craqué pour 2 livres. Donc le premier, La délicieuse imposture du chant des sirènes de Charlotte Léman. C'est celle qui a écrit tarte au citron meringuée là. Je sais plus quoi, tarte au citron meringuée. Elle a écrit... Ah là, si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte meringuée. Au citron meringuée, c'est ça? Faisant une tarte meringuée, voilà. Et celle qu'il a écrit, et en fait je voulais plutôt celui-ci, mais je le trouvais pas en poche. Et j'ai vu qu'il y avait lui et que le résumé me disait bien. Donc je me suis dit pourquoi pas le prendre. Voilà. Donc je vous lis le résumé. Jeune trentenaire, Claire a le sentiment que sa relation avec Julien s'essouffle. Alors que tout le monde les voit déjà mariés, la routine qui s'installe, son amoureux qui a moins d'intention pour elle, son quotidien lui paraît fade à côté d'une vie trop pédante des gens sur les réseaux sociaux. Un samedi matin, dans les rayons d'une librairie, elle choisit un roman à la hâte. Emportée par sa lecture, Claire décide de marcher dans les pas de son héroïne et part s'isoler au bord de la mer pour s'affranchir du regard des autres et essayer de se retrouver. Loin de ses repères, elle va faire une rencontre qui va réveiller ses rêves d'aventure et l'obliger à faire des choix. Et s'il était temps pour Claire d'arrêter de rêver sa vie pour commencer à la vivre. Donc voilà, c'est un tout petit roman. Il fait 300 pages. Donc tout petit roman. Donc voilà, un roman feel good. Comme j'en ai un peu besoin en ce moment. C'est totalement dans ce que je veux lire. Avant celui-ci, je vais lire le Cynthia Kafka que je veux absolument lire. Ça fait longtemps que je veux lire, que je l'ai, que je vous ai déjà présenté dans un autre vlog que je m'étais pris. Je pense le lire peut-être juste après ma lecture en cours ou encore après. Je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il est dans ma tête et que je veux le lire absolument. Et lui, je pense que je vais le lire cet été. C'est un petit roman, je trouve ça sympa pour emmener avec soi cet été. Et je me suis pris... Bon, j'aurais pas dû craquer parce que Lorraine, qui fait donc partie des lecteurs de cette maison d'édition, m'avait dit qu'elle me le prêterait, mais j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué pour La fille du bourreau, Céleste, de Céline Kindler. Alors, donc, c'est les éditions Jeanne et Juliette. Ouais, c'est une nouvelle maison d'édition qui a ouvert là il n'y a pas très longtemps. Et donc Lorraine, ma copine du book club des 10 petites lectrices, est en fait membre, on va dire, lectrice pour cette maison d'édition. Donc elle les avait reçues. Elle m'avait dit, bon t'inquiète, je te les passerai. Ouais, et bah non. Et j'ai craqué. Donc voilà, je suis désolée, j'ai craqué. Je l'ai vu, j'ai fait oh là là, qu'est-ce que ça me dit bien ce résumé. Ça parle de Fronde, ça parle de Louis XIV, ça parle de Fouquet, de voilà, tout ce que j'aime. Je me suis dit allez, je craque. Je vais vous lire le résumé. Et si la fille d'un bourreau pouvait changer l'histoire de France? Paris 1649. Tandis que le pays traverse une intense période de révolte, la cour fuit la capitale. En chemin, le carrosse de la famille royale bascule dans la Seine. In extremis, Céleste Clercy, la fille du bourreau, sauve le jeune Louis XIV de la noyade. Par cet acte de bravoure et malgré elle, Céleste lui révèle son lourd secret. De cet aveu naît alors une alliance inattendue. Mais l'impensable rencontre de la fille du bourreau avec le magistrat Nicolas Fouquet bouleverse tout. Son intimité, sa charge d'exécutrice publique et le royaume de France. La fille du bourreau est le 3e roman de Céline Kindler. Il inaugure une saga éblouissante dans le Paris du XVIIe siècle au premier rayon du roi Soleil. Ouais, tout ce que j'aime. Cette période-là, si vous n'avez pas compris, c'est une de mes périodes préférées. La période de Versailles. Ouais, bon, après, bon, voilà... J'ai travaillé au château de Versailles, j'ai habité à Versailles, j'ai travaillé à Versailles, voilà, vous pouvez comprendre que c'est quand même mon époque préférée, et c'est pour ça que j'ai craqué, mais voilà, j'ai craqué, c'est pas bien, mais bon, là en ce moment c'est pas le top, donc je trouve de craquer en librairie, ça fait du bien aussi de temps en temps, il faut un peu se le dire, il faut craquer.
Voilà pour mes deux craquages en librairie. J'espère que ce vlog vous plaît. Je vous avoue que je sais que vous me laissez de temps en temps des commentaires. Je pense vous préparer une vidéo un peu plus différente qu'un vlog. Une vidéo où je vais vous parler un peu de mes romans historiques préférés. J'avais essayé de faire une vidéo comme ça, mais j'avais pas trop eu le temps. Là, comme j'ai un peu plus le temps, je me demande si je vais pas vous préparer ça. Je sais que voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé une vidéo sur des livres sur la Révolution française, mais moi j'en connais pas énormément à part celui-ci. Donc à part le loup de Cordelier de Henri Leuwenbruck, mais pourquoi pas en fait vous faire en fait une frise chronologique des livres historiques. Je trouve ça pas mal. Entre deux vlogs, vous publiez ça sur YouTube, je trouve ça cool. Quand même, j'ai une belle bibliothèque sur historique, comme j'aime beaucoup l'histoire. Donc à voir. Donc voilà, je suis en train de mûrir ça dans ma tête. Je pense que je vais essayer de prendre mon petit carnet et me dire bon allez, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais faire. Donc voilà, donc je vais vous laisser là, ça fait quand même 16 minutes que je vous parle, bon j'ai beaucoup de choses à vous dire, je ne parle pas de la journée, voilà. Donc je vais vous laisser là, donc je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est donc jeudi, je reviens de mon IRM pour mon pied, bon je sais pas, c'est pas intéressant mais voilà, donc là je me mets au travail. Donc avant de me mettre au travail, je voulais vous prendre en fait quelques instants pour vous parler de mes lectures en fait, de ma lecture que j'ai terminée, donc que j'ai terminée mardi. Et vous aussi montrer ma lecture que je n'ai pas bien sûr sur moi. Je m'épuise, j'aurai la chercher après. Et aussi pour vous parler en fait du prix HarperCollins Poche qui a été donc décerné mardi. Donc j'ai pas pu assister parce que j'avais donc je pouvais pas marcher. Donc mais j'ai eu donc nos copines on va dire du prix en fait, les jurés en fait ont pu nous prendre des photos, on a su un peu en avant-première qui a eu le prix, et donc c'est donc l'embuscade qui a gagné, l'embuscade je suis vraiment une piètre de Émilie Guillaumin, qui a donc gagné. Pour toute transparence avec vous, je n'ai pas voté pour Émilie Guillaumin. Moi, j'avais voté pour le dernier donc, que j'ai lu de Solène Barowski. En plus, je vous en avais déjà parlé que c'était vraiment un coup de cœur pour moi, ce livre. Et il n'a pas gagné, mais j'ai su qu'il était donc quand même coude à coude avec celui-ci. Donc quand même, je suis quand même contente parce qu'il est arrivé deuxième. Voilà, on devait faire un top 3. Moi, je vous avoue, l'embuscade, c'était pas dans mon top 3. C'était juste personnellement que moi, tout ce qui est guerre actuelle, je n'arrive pas à lire des livres comme ça, car voilà, je suis un peu contre la guerre, tout simplement. Et surtout cette guerre-là en Syrie, ça me... Voilà, personnellement, je ne pouvais pas, j'ai pas réussi en fait à aller jusqu'au bout de ce livre. Je l'ai lu, hein, mais on va dire que je l'ai lu entre les lignes parce que ça me faisait, voilà. Parenthèse, je suis quand même très contente pour l'autrice. Elle le mérite parce que beaucoup de lectrices l'ont aimé. Même des gens qui n'étaient pas jurés ont aimé le roman. Donc pour vous dire, c'était vraiment que vraiment, je sentais de toute façon que c'était soit lui, soit celui que j'ai voté, donc de Solène Barowski, qui allait gagner. Donc félicitations, et moi j'en tire que des bonnes choses d'être juré pour ce prix. Vraiment, le prix HarperCollins Poche, ça a vraiment été une découverte, ça a été vraiment un gros coup de cœur pour un de ses romans. J'ai adoré lire les livres, j'ai adoré recevoir les livres, j'ai adoré chroniquer. Vraiment, je vous conseille à 1000% ce prix-là. En ce moment, ils sont en train de recruter leur jury pour 2024, donc 2023-2024. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y aller. Moi, je ne peux pas parce que j'ai déjà été, mais en tout cas, moi, je peux que vous motiver à être juré, parce que vraiment c'était une super expérience. Moi, c'était ma première fois que j'étais jurée et j'ai adoré.
Donc voilà pour ce petit bilan, prix HarperCollins poche. Voilà, je suis tellement contente que en fait que moi j'ai participé à ça, je trouve ça super bien. Voilà, donc pour cette petite parenthèse, je vous prenais donc pour vous dire donc, que j'ai fini le dernier Serena Giuliano. Comme d'habitude, magnifique. Voilà, le seul mot qui sort c'est magnifique, premier mot magnifique. C'est vraiment une histoire très belle. Donc c'est une histoire de Éléonore qui est femme de ménage et qui va en fait on va en fait suivre un peu son calendrier, son train de vie. Donc il y a lundi, mardi, mercredi. Donc lundi elle va chez un docteur, mardi elle va chez une vieille dame, mercredi elle va dans une famille un peu catho, jeudi elle va chez une voyante et vendredi elle va chez vendredi elle a un couple et jeudi après-midi elle va chez un homme célibataire. Donc voilà, donc on suit ça, mais on suit aussi sa peine de cœur parce qu'elle a été elle s'est séparée d'un homme qui était marié et elle a voulu s'en séparer, que je comprends. Et en fait, on suit aussi cette peine de cœur là, le fait de ne pas lui répondre, le fait de passer à autre chose, de se mettre sur des applis de rencontres. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il y a comme d'habitude beaucoup d'humour dans ces livres, de l'humour, de l'amour, humour, amour, bonheur, pleurs aussi, parce que moi de temps en temps quand même je verse une petite larme. La fin, je m'en doutais. Et un truc, pour ceux qui n'ont pas lu Sara Percati-Amo, lisez avant Sara Percati-Amo, parce que ça peut vous spoiler Sara Percati-Amo. Donc je vous conseille de lire Sara Percati-Amo et après Un coup de soleil. Parce qu'il y a des petits éléments dans Sara Percati-Amo qui sont dans Un coup de soleil. Donc je vous conseille vraiment de lire plutôt Sara Percati-Amo parce que ça va un peu vous spoiler. Et en fait le rêve de Éléonore c'est d'aller à Venise. Et vraiment je trouve ça top parce que moi j'ai jamais fait Venise, j'ai fait beaucoup de villes en Italie et c'est une des seules villes que j'ai pas encore faites et je trouve ça trop beau. C'est vrai que moi j'adorerais faire Venise aussi, donc c'est un de ses rêves en tout cas, c'est d'aller à Venise, donc elle économise pour aller à Venise. Donc voilà, très bon roman, je pourrais vous en parler pendant des heures. Encore une fois, je suis conquise par Serena Giuliano. Ouais, c'est vraiment une de mes autrices préférées. Et voilà, j'ai trop envie de retourner en Italie. Je me dis que c'est dans 2 mois que je retourne en Italie. J'espère, je croise les doigts, malgré mon pied, de pouvoir aller en Italie. J'aurais trop envie. Donc voilà pour ma lecture terminée. Bien sûr, je n'ai pas ma lecture en cours avec moi. Je reviens, je vous reprends tout de suite. Je vous disais donc que j'étais donc en train de lire en ce moment ce roman. Donc Les Mangeurs de nuit de Marie Charelle. Je vous avais déjà parlé parce que je l'avais donc je l'avais donc acheté dans ma librairie, donc juste à côté de chez moi, qui font en fait une dédicace. Je crois que c'est demain la dédicace. Je ne sais pas si j'y vais encore, je me tâte comme j'ai mal aux pieds. Je sais pas si c'est très raisonnable de beaucoup de marcher. Donc voilà, mais j'ai quand même voulu le lire parce que c'est un livre qui me tente énormément. Je vous ai déjà lu le résumé, si vous voulez, je vous le relis. Anna est une Nisei, une fille d'immigrés japonais. Si son père l'a bercée de contes nippons, elle se sent avant tout canadienne. Alors pourquoi les autres enfants la traitent-ils de sale jaune? Jacques, lui, est un quick walker. Il veille sur la forêt et se réfugie dans les légendes autochtones depuis le départ de son frère à la guerre. Le jour où l'ermite tombe nez à nez avec un ours blanc au cœur de la Colombie-Britannique, il croit rêver. La créature n'existe que dans les mythes anciens. Pourtant, la jeune femme inconsciente qu'il recueille semble prouver le contraire. Marquée des griffes de la bête, Anna développe d'étranges dons à son réveil. Des années 1920 à l'après-guerre, Marie Charelle brosse le portrait d'une Amérique du Nord où la magie sylvestre s'enchevestre à la fresque historique, contes japonais et légendes indigènes se lient dans une fabuleuse ode à la nature et à la fraternité. Donc là, j'ai lu
50 pages pour l'instant, je lis très lentement. C'est pas parce que ça me plaît pas, c'est juste que j'ai pas mal de choses. Mais en fait, ça m'intrigue parce que c'est l'histoire en fait, c'est des histoires mixées. Donc t'as une histoire donc t'as sur le Japon, donc avant-guerre, et t'as aussi donc le côté plutôt Canada. Avec donc le Quick Walker avec Jack et je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment, ça me sort un peu de ma zone de confort et c'est ce que j'aime bien, et voilà, je découvre d'autres histoires que européennes et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, je vous avoue que je préfère savourer ma lecture, je veux pas lire hyper vite, je veux vraiment savourer cette lecture parce que j'ai envie voilà, de me laisser bercer par ce roman. Donc à voir si demain je vais me faire dédicacer le livre, je ne sais pas encore, mais en tout cas je suis trop contente de pouvoir enfin le lire parce que ça fait très longtemps que je voulais le lire, enfin très longtemps, il était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais je l'avais vu en fait passer et il était dans ma wishlist, donc voilà, mon roman du moment. Niveau donc lecture audio, je vous avais dit que j'étais donc sur les chroniques de Bond Street. Là je crois j'ai fini le chapitre 1, mais il est grand ce chapitre 1. Ouais c'est ça, je suis au chapitre 1, c'est pas mal, j'aime bien pour l'instant. Ça change un peu. Ça change un peu de MC Beaton, je trouve ça vraiment cool. En tout cas c'est une bonne lecture audio. En réception, j'ai donc reçu hier sur Vinted, par Vinted, pardon, excusez-moi, La prisonnière de la mer de Elisa Sebel. En fait, c'est Lorraine qui m'en a parlé parce qu'en fait, elle a lu donc le tome, on va dire la suite avec les éditions Jeanne et Juliette. Elle a donc eu le deuxième tome et donc elle m'a dit qu'en fait, il faut peut-être lire le premier avant quand même de lire le deuxième. Et donc, je me suis laissée tenter et sur Vinted, je me suis pris donc celui-ci, je ne l'ai pas eu cher, 1€. Je suis très contente. En plus, il est en très bon état. Je vais lire le résumé. 1809, les guerres napoléoniennes font rage. Alors qu'ils croyaient être rapatriés en France, 5000 prisonniers se retrouvent captifs sur l'îlot de Cabrera, dans les Baléares. Pour survivre, un maigre filet d'eau douce, des relations insuffisantes, des abris précaires qu'il leur faut bâtir eux-mêmes. 21 femmes les accompagnent, parmi lesquelles Héloïse, vivandière de 18 ans dont le mari a succombé en mer, emportant avec lui l'insouciance et la légèreté de la jeune femme. Si la guerre avait été avait déjà meurtri les hommes, le désespoir leur fait bientôt prendre la raison. Par chance, Henri, chirurgien de l'armée, se prend d'affection pour Héloïse. Entre privation, épidémie et tempête, les morts s'accumulent, l'espoir s'éménuise, et Héloïse ne songe qu'à se libérer enfin de cet enfer, jusqu'à l'arrivée de nouveaux prisonniers et de Louis qui fait tout chavirer. Donc voilà. Donc c'est sur un peu les guerres napoléoniennes. J'ai du mal aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Ça me donne bien envie de le lire. Ouais, 233 pages, donc c'est un petit roman. Hein. Les chapitres sont... J'ai l'impression qu'ils sont assez courts, les chapitres. Ah non. Ah non, ils sont longs, les chapitres. C'est sorti il y a... en 2019. Ça date un peu quand même. Donc voilà, pour le roman donc, que je me suis donc pris sur Vinted. Niveau lit, je crois que j'ai que ça à vous dire. Je ne sais pas si je dois recevoir aujourd'hui une réception, je ne sais pas encore. Si c'est le cas, je reviendrai vers vous, donc soit dans l'après-midi ou soit demain. Voilà, donc je vous laisse là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Bon, je vous reprends donc un peu plus vite que prévu. J'ai reçu un colis. Je ne pensais pas le recevoir aujourd'hui, je pensais que c'était plutôt demain. Et je vais vous montrer. C'est un colis pour ma collection. On va dire ça, Et en fait, il y avait une offre en fait. Surtout, c'est qu'il y avait une offre. Il y avait une offre, c'est si on achetait 2 livres, et ben on avait un cahier offert. Donc je me suis dit, bah ça pourrait être mon petit cahier de vacances. Donc, je me suis pris donc 2 Agatha Christie, 2 qui me disaient beaucoup. Donc La mort n'est pas une fin d'Agatha Christie, c'est donc une enquête
qui se déroule en Égypte, si je me trompe pas, en Égypte ancienne, donc ça m'intéressait énormément. Moi qui adore l'Égypte, j'étais trop intéressée, en plus je suis un Agatha Christie, donc trop bien. Et Meurtre en Mésopotamie, là aussi donc ça se passe encore en fait autre part qu'en Angleterre, et c'est pour ça que j'aime bien en fait tous ces romans là, l'Orient Express, le Meurtre sur le Nil, c'est vraiment mes romans préférés qui se passent ailleurs et par exemple loin de Londres, c'est que j'aime bien, même si j'ai beaucoup aimé ABC contre Poirot, mais voilà, c'est deux romans que j'avais pas dans ma collection parce que je vais commencer une petite collection, je pense, du Masque avec Agatha Christie. Là j'en ai que deux et je me dis que ça peut être pas mal de commencer ça. En plus je les trouve sympa. Donc je veux lire le résumé de La mort n'est pas une fin. Quand Renizembe revient au foyer après la mort de son époux, elle retrouve sa famille telle qu'elle l'avait quittée. Mais depuis que son père, Imhotep, a ramené une nouvelle concubine de son voyage dans le nord, tout semble différent. La jeune femme à la beauté sans pareille a ensorcelé le maître. Habitée par un génie maléfique, elle sème le désordre et la haine dans le domaine comme dans la fratrie. Si elle venait à disparaître, le cœur d'Imhotep retournerait à ses fils. Il suffirait d'écraser le serpent et tout redeviendrait comme avant. Mais le mal vient-il seulement de cet inconnu? On dirait qu'un autre poison ronge la maison du maître. C'est vraiment sympa. Vraiment, ça a l'air surtout très différent des lectures que Agatha Christie, dont on connaît Agatha Christie, quoi. Voilà. Donc celui-ci, Meurtre en Mésopotamie, si je me trompe pas, c'est un Poirot. Amy Litterman, une jeune infirmière, accepte de partir en Mésopotamie sur un chantier de fouilles, afin de prendre soin de la femme d'un archéologue en proie à de terribles angoisses nocturnes. Quand une série de meurtres inexpliqués se produit, la jeune femme est soulagée de voir apparaître Hercule Poirot, qui visite justement le site. Malgré son indéniable talent, parviendra-t-il à empêcher le meurtrier de frapper à nouveau? Donc là c'est trop bien, c'est un Poirot. Alors moi de Poirot j'ai lu ABC contre Poirot. 5 petits cochons, je ne l'ai pas encore lu, j'aimerais bien le lire. Le crime de l'Orient Express. Le meurtre de Roger Ackroyd, je l'ai lu. Mort sur le Nil. Et voilà, je crois. Moi c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc ça c'est les deux romans donc. Et donc pour l'achat de deux romans, le Masque en fait nous proposait en fait, nous offrait mon cahier Agatha Christie, mots croisés, le saviez-vous, jeu des 7 erreurs, qui a dit et autres jeux. Je trouve ça super sympa parce que ça peut, c'est cool pour par exemple pour les vacances. Je sais pas quoi, voilà, au lieu de lire, je pourrais me faire ça. Donc je trouve ça trop mignon, tout fin. Je pensais qu'il était un peu plus gros quand même. Il fait quoi? Ouais, une dizaine de pages. Je pensais quand même qu'il était un peu plus gros. Et en fait, c'est par rapport aux BD. J'ai jamais lu les BD encore. Poirot et tout et tout. Mais voilà. Voilà. Donc le petit cahier qui était donc offert pour l'achat de 2 livres. Voilà, c'est tout. J'avais juste ça à vous montrer. Ma réception spéciale Agatha Christie. Voilà. Donc je vous laisse là, je vous reprends tout à l'heure. Hello, je viens donc aujourd'hui pour clôturer ce vlog. C'est une des premières fois que je fais un vlog en une semaine. J'avais énormément de choses à dire. Cette semaine a été hyper productive niveau lecture, donc je suis hyper contente. J'ai pu avancer sur pas mal de lectures. J'ai eu aussi des réceptions, donc super sympa. Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous dire avant de clôturer ce vlog. Alors première chose, par quoi vais-je commencer? Je vais commencer par ma lecture donc en cours. Donc tout d'abord pour vous dire que donc vous disais que je me tâtais à aller en fait à la rencontre de Marie Charelle, donc le livre dont je suis en train de lire en ce moment, Les Mangeurs de Nuit, donc j'hésitais à y aller et donc je suis allée. C'était donc hier soir donc à la librairie Un Livre à Soi, donc à Longjumeau, là où j'habite. Il y avait donc une rencontre avec Marie Charelle autour de son dernier roman, donc Les Mangeurs de Nuit. Donc les libraires ont donc
donc poser des questions sur son livre, de comment elle a eu l'idée de l'écrire, qu'est-ce que, voilà, tout autour de son livre. Et à la fin, donc, on a eu donc une dédicace. Je vous mettrai une photo, j'ai pas pu filmer, j'ai pas trop osé parce que on était pas beaucoup, c'était vraiment un peu une rencontre un peu intimiste moi je trouvais, et donc assez sympa, et donc je vous mettrai je pense une photo juste ici voilà, juste pour vous montrer un peu l'ambiance, comment était cette rencontre. Donc voilà, donc j'ai eu donc une dédicace de Marie Charelle, juste ici. Voilà, et donc je me suis dit que j'allais donc prendre son premier roman, un de ses premiers romans, pardon, excusez-moi, le roman d'avant plutôt, parce qu'elle en a écrit plusieurs, Les Danseurs de l'Aube, qui est donc paru au livre de poche il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a vraiment pas très longtemps que ça. Je vais vous lire les résumés. Europe centrale, année 1930. Après avoir fui la révolution russe, les jumeaux Sylvain et Maria Rubinstein se découvrent un talent fulgurant pour le flamenco. Très vite, Varsovie, Berlin et même New York sont à leurs pieds. Lorsque le vieux continent sombre dans la guerre, ils sont menacés comme des millions d'autres juifs. Et Maria disparaît. Pour la venger, Sylvain s'engage dans la résistance polonaise. Plus tard, il reprendra le nom de scène de sa sœur et dansera travesti en femme. En bourg 2017, Lucas, jeune homme à l'identité trouble, rencontre la sulfureuse Iva sur la scène où Sylvain se produisait autrefois. Fuyant leur passé et poussés par la danse, ils voyagent au gré de leur rencontre dans l'Europe interlope. Au fil des cabarets, leur flamenco incandescent et métissé enflamme les passions, mais il suscite aussi la violence et l'intolérance. Vraiment, ça a l'air super bien, ça a l'air vraiment très historique. On parle de la Révolution russe, on parle de la Seconde Guerre mondiale, je trouve ça hyper intéressant. Elle m'a dit, parce que je lui ai dit que moi j'étais très roman historique et tout ce qui est un peu attrait à l'histoire, je suis hyper attirée. Et là, elle m'a dit que dans celui-ci, que j'allais vraiment adorer. Et donc j'ai eu ma petite dédicace. Trop contente. Ah, elle nous ma dédicace. Voilà. Dédicace. Donc voilà, c'était vraiment, donc voilà, les deux livres donc de Marie Charelle. Vraiment, la rencontre était trop intéressante. Moi, en tout cas, je vous conseille vraiment de lire Marie Charelle. Pour l'instant, je suis à la moitié du roman, donc je peux pas encore vous dire mon avis. Je pense que ça sera dans le prochain vlog, mon avis. Mais en tout cas, je dévore. C'est vraiment une histoire vraiment intéressante sur les Japonais, en fait, qui partent. Ça s'appelle les Picture Bride, ouais c'est ça. En fait c'est des femmes, des hommes en fait qui envoient leurs photos à des femmes, des Japonais des Japonais au Canada qui envoient des photos de eux à des femmes pour qu'elles viennent en fait les rejoindre au Canada pour se marier. Enfin c'est des mariages arrangés. Et donc ça commence comme ça. Et moi je savais pas que ça existait. Il y a aussi donc toute une diaspora japonaise qui va donc exister. Si je me trompe pas, c'est à Vancouver, je sais plus. Non, pas Vancouver. Je crois, je sais plus. Bon. En tout cas, c'est pas donc au Canada. Et donc ça parle donc de la diaspora japonaise, et là en fait on arrive dans les années 30, et il y a une montée en fait donc du nazisme, et aussi la montée en fait de la puissance japonaise qui se rapproche des nazis. Et comme on va dire que le Canada est plutôt proche donc comment ça s'appelle, des Américains, et les Américains sont plutôt proches des Alliés, et donc bah ça fait une tension, et il y a beaucoup de discrimination auprès en fait de la diaspora japonaise, et il y a pas mal de choses qui font que il y a de l'intimidation, voilà, c'est hyper... en tout cas, on sent l'atmosphère dans ce livre qui est quand même assez tendu pour cette époque. Et pour l'instant, j'aime beaucoup, et je suis très contente de cette lecture. Donc voilà pour ma rencontre donc avec Marie Charelle donc hier soir. J'ai donc reçu aujourd'hui 2 livres. J'ai craqué pour celui-ci, donc La romancière et l'archéologue de Agatha Christie Mallowan. En fait, c'est l'histoire d'Agatha Christie, donc après son divorce avec, je sais plus comment il s'appelle, c'était Christie. En fait, elle va rencontrer un archéologue qui est d'autre que Max Mallowan, qui est donc archéologue. Et en fait, c'est
le récit, je crois que c'est elle qui écrit, hein, c'est un peu romancé, de son histoire en fait d'amour avec l'archéologue, mais aussi avec l'archéologie et l'histoire. Donc hyper intéressant. Je vais vous lire le résumé. En 1930, Agatha Christie, alors âgée de 40 ans, est divorcée depuis peu. Laisse provisoirement derrière elle sa chère Angleterre et une carrière littéraire déjà bien assise pour découvrir le site de Dour en Irak. Elle a pour cicerone Max Mallowan, un archéologue de 26 ans qu'elle épouse quelques mois plus tard. Commence alors une vie de voyage à deux. 5 saisons de fouilles se succèdent jusqu'en 1939. Qu'elle raconte plus tard avec nostalgie, certes, mais surtout avec un humour inoxydable et un art consommé de l'autodérision. Ses pérégrinations lui inspirent d'ailleurs trois de ses livres les plus célèbres, Le Crime de l'Orient Express, Meurtre en Mésopotamie et Mort sur le Nil. Et donc, Meurtre en Mésopotamie que vous avez pu voir donc juste avant, que je me suis donc pris, donc ça fait totalement écho avec Meurtre en Mésopotamie. Mais en tout cas, ouais, je suis trop pressée de découvrir cette histoire-là, on va dire de l'histoire d'Agatha Christie un peu en Orient. Je trouve ça hyper intéressant. Moi je vous avais dit dans une autre vlog, je vous avais dit que j'avais vu donc Lady Agatha, la pièce de théâtre sur Agatha Christie, et dedans il mentionne bien cet aspect-là de sa vie, qu'elle adore l'Orient, qu'elle voyage beaucoup, qu'elle adore l'archéologie, et ouais, dans ce spectacle là, il le mentionne pas mal, donc ça fait vraiment aussi écho au spectacle que j'ai vu il y a pas très longtemps, donc trop contente et trop pressée de lire ce livre. Je ne savais pas qu'il existait, et c'est en fouillant un peu sur Amazon que j'ai vu qu'il y avait un livre comme ça et que ça me tentait trop. Donc voilà, pour une petite réception. En plus, j'ai aussi une réception Vinted. Je vous avais dit que j'étais tentée de me prendre donc le tome 2 donc, des enquêtes de Gabrielle Joly, donc de Henry Levenbrooke, donc c'est le mystère de la main rouge. C'est donc le deuxième tome, il y a 3 tomes. Donc c'est une trilogie, donc ça c'est le deuxième tome des enquêtes de Gabrielle Joly. Je sais pas si je peux vous le lire. Je regarde le résumé quand même. Ouais, peut-être pas, parce que je pense qu'il y a sûrement des petits spoils. Mais en tout cas, donc ça suit après, donc c'est la suite donc des Loups de Cordelier, et ça suit en fait vraiment juste après, en fait. Donc juillet 1789, ça se passe juste après la prise de la Bastille, et on est encore donc plongé dans la Révolution. Ah, il y a des images trop bien. Le couvent des Cordeliers. Ah, on en parle de ça dans ce livre. Trop bien. Ah, il y a plein d'images. Planche de l'hôtel de ville de Paris. Ah bah là, on reconnaît bien l'hôtel de ville. Je sais pas si vous connaissez, mais moi je connais bien l'hôtel de ville. Là, on reconnaît bien l'hôtel de ville, là. Il est encore comme ça, l'hôtel de ville. Hein. Ah, il y a vachement d'images, là. Là, on a Danton. Ah ouais. Il y en a un peu plus que dans l'autre, il n'y en a pas du tout, je crois. Hein. Bah non, il n'y en a pas. Ah, il y a pas mal de gravures et tout. Ah, pas mal. Ah ouais, quasiment tous les chapitres, vous avez une gravure. Encore hyper documenté, j'ai l'impression. Donc, de toute façon, Henry Levenbrooke, c'est hyper documenté à chaque fois. Donc, hyper sympa. Donc voilà. Je sais pas combien de fois j'ai dit hyper dans ce vlog. Donc voilà, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, mais aussi à vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, mais qui s'abonnent pas. C'est dommage, parce que comme ça, vous pouvez aussi voir un peu l'évolution de mes lectures. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vraiment. Voilà, c'est juste comme ça, vous pouvez voir mes vlogs, vous pouvez y accéder et voir en fait l'évolution de ce que je lis. Parce que voilà, dans ce vlog-là, j'ai pas terminé Marie Charelle, mais je vais peut-être vous dire mon avis dans notre vlog. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas donc à vous abonner, à voilà, activer la cloche, à liker, à commenter. En tout cas, moi, j'ai eu vraiment une semaine hyper dense en lecture. Pour une fois, j'ai un gros vlog pour une semaine. Voilà, je fais pas un vlog de 3 semaines. Là, c'est vraiment un vlog d'une semaine.
Voilà, donc je vais vous laisser là et voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi et je vous retrouve donc une prochaine fois.